Cette vidéo vous montre une démonstration de la création d'une empreinte de bâtiment culturel dans les outils. Lorsque vous créez une empreinte, vous atterrissez directement sur l'onglet Général, où vous pouvez ajouter les informations nécessaires au calcul de vos émissions de carbone. Sélectionnez d'abord l'année pour laquelle vous créez cette empreinte. Pour cette démonstration, je vais créer une empreinte pour mon année fiscale 2022-2023. Et les deux cases ici sont assez importantes. Assurez-vous que la première case soit cochée si vous utilisez des données réelles. Donc, au contraire, si vous effectuez une empreinte de test pour tester différents scénarios d'émission, assurez-vous de ne pas cocher la première case. Puisqu'il s'agit d'une démonstration et que mes données ne sont pas réelles, je ne la cocherai donc pas. Et puis, n'oubliez pas de cocher la deuxième case si vous soumettez des données à utiliser pour le calcul de l'empreinte carbone. Donc, si la case n'est pas cochée, les données ne seront pas analysées dans la section Résultats. Il faut par la suite sélectionner la province dans laquelle votre bâtiment culturel est situé. Les outils ayant été adaptés au contexte canadien, les sources d'énergie de chaque province ont été spécifiquement prises en compte pour calculer les émissions de carbone correspondant à vos activités. Il vous est ensuite demandé de sélectionner une personne ressource au sein de votre organisation. Puisque votre empreinte soumise passe par un processus de validation de données, une personne de votre organisation sera contactée si une donnée semble anormalement élevée ou basse compte tenu du contexte et de la taille de votre bâtiment. Nous vous demandons ensuite des informations sur le bâtiment en tant que tel. Dans cette démonstration, je crée une empreinte pour mon théâtre Creative Green. Je vais donc sélectionner le lieu théâtre. Et je sais que le bâtiment a une surface de plancher de 15 000 pieds carrés. C'est une estimation approximative et qu'il a été construit en 1946. Et je sais également qu'il est loué. Donc la surface de plancher peut être ajoutée ici. On va mettre 15 000 pieds carrés. 1946, il s'agit de cette braquette et je vais noter qu'il est loué. Cette case, en fait, doit être cochée si vous louez un espace à l'intérieur d'un bâtiment plus grand et que vous ne recevez pas de facture de consommation pour l'espace que vous occupez dans ce bâtiment. Dans ce cas-ci, vous pouvez calculer votre consommation énergétique en fonction de votre surface de plancher par rapport à la surface de l'ensemble du bâtiment. Par exemple, si votre salle de spectacle ou votre bâtiment culturel occupe à peu près 10 de l'ensemble du bâtiment, vous pouvez donc supposer que votre bureau génère 10 des données relatives aux consommations du bâtiment. Et vous pouvez, dans ce cas-ci, contacter le propriétaire ou le responsable de votre salle de spectacle pour avoir les informations sur la consommation totale du bâtiment, ainsi que sa surface de plancher totale pour que vous puissiez estimer la taille de votre plancher relative à celle du bâtiment dans lequel il est situé. Par la suite, je sais que nous avons reçu 19 800 visiteurs jusqu'à présent cette année. Je vais donc l'indiquer ici. Ça, c'est une donnée qui va être ajustée au fil du temps. À chaque fois que j'ai des nouveaux visiteurs, je peux les rajouter au fil de l'année puisque cette empreinte de bâtiment analyse les données et pour une année complète de son utilisation. Si jamais vous êtes fermé quelques mois par année, vous pouvez nous l'ajouter dans votre contexte ici dans Remarques pour que nous puissions comprendre en fait que vous êtes fermé une partie de l'année, ce qui pourrait expliquer peut-être une consommation d'énergie plus basse qu'un bâtiment de votre taille. Le nombre de salles de spectacle, donc dans notre théâtre, nous en avons 2. J'ai donc une deuxième ligne ici qui apparaît automatiquement. J'ai ma salle Creative Green et puis ma salle des outils également. Je vais donc les installer ici. Au niveau de la capacité, nous avons une capacité de 250 personnes pour cette salle, 375 pour celle-ci. Et jusqu'à maintenant, nous avons eu 61 représentations dans cette salle et 22 dans celle-ci, ce qui pourra être mis à jour au fil du temps. Nous sommes fermés 93 jours cette année et nous sommes ouverts environ 39 heures en moyenne par semaine. Nous avons aussi un café dans le théâtre Creative Green et il a une capacité de 29 personnes. Nous avons donc 6 employés à temps plein ici dans notre bâtiment. Si certaines informations ne sont pas claires, je vous invite à toujours en fait regarder l'icône d'information qui vous ajoute une clarification et des informations par rapport à ce qui vous est demandé. Une fois cet onglet rempli, vous pouvez sauvegarder
les données et puis ensuite aller dans l'onglet suivant. Je vais donc aller dans consommation d'énergie. Ces données peuvent être trouvées dans vos factures d'électricité pour chaque source d'énergie que vous utilisez, si vous en avez plusieurs. Comme il s'agit de l'empreinte d'un bâtiment, nous cherchons donc à accumuler les données pour une année complète d'utilisation. Vous pouvez donc, comme je le disais, revenir régulièrement pour mettre à jour votre donnée. Par exemple, chaque fois que vous recevez une nouvelle facture. J'ai donc jusqu'à maintenant 75 930 et je m'assure d'avoir les bonnes unités également. Ça, c'est jusqu'à maintenant. Je le mettrai à jour plus tard lorsque je recevrai ma prochaine facture. Et puis, lorsque vous écrivez des nombres entiers dans les outils, veuillez ne pas mettre d'espace ni de virgule ici, sinon le chiffre sera changé. Donc, écrivez-les sans espace, sans virgule. Par contre, si vous avez un nombre à décimale, vous pouvez rajouter la décimale, puisque toute virgule ou point sera considérée en fait comme une décimale. Ici, pour le gaz naturel, j'ai 112 726,2 et je m'assure encore une fois d'avoir les bonnes unités. Si vous avez un fournisseur d'énergie verte qui propose de l'électricité provenant de sources d'énergie renouvelables comme les énergies éoliennes ou solaires, vous pouvez l'indiquer ici, ce qui n'est pas mon cas. Par rapport à Hydro-Québec, nous ne considérons pas ça comme une source d'énergie verte dans ce contexte-ci. Vous pouvez donc ajouter toute information contextuelle supplémentaire. Par exemple, si votre organisme n'est ouvert que certains mois par l'année, comme je le disais, dans ce cas-ci, on va voir que ça va se refléter sur l'énergie, la consommation d'énergie. Je clique ensuite sur Enregistrer pour aller dans mon prochain onglet, qui sera l'onglet de l'eau. Cette information se trouve également dans vos factures d'eau et représente une année complète d'utilisation, je le répète. On vous demande en mètres cubes ici les données. Si vous recevez cette information en litres plutôt qu'en mètres cubes, il vous suffit de diviser la quantité de litres par 1000 pour obtenir une quantité correspondante en mètres cubes. Je vous invite à toujours passer sur l'icône d'information puisque ces informations y sont parfois situées. Donc ici, je rajoute 1000 et je sauvegarde. Pour ce qui est du Québec, où on ne reçoit pas de facture de consommation d'eau en général, ces données peuvent être un petit peu plus délicates à obtenir. N'hésitez pas à nous contacter ou à le mettre en remarque si c'est votre cas. Pour ce qui est des matières résiduelles, donc cet onglet demande la quantité de matières résiduelles en séparant celles qui vont à la décharge de celles qui vont au recyclage ou au compost. Vous pouvez choisir les unités qui correspondent le mieux à votre situation, qu'il s'agisse du nombre de sacs par semaine ou du nombre de poubelles mensuelles. Vous allez pouvoir voir toutes les unités ici et du nombre de conteneurs aussi que vous avez au cours de l'année. Veuillez noter que comme il s'agit d'une empreinte de type bâtiment, je le répète, les outils étendront automatiquement le nombre de poubelles que vous utilisez par semaine ou par mois à une année complète de matières résiduelles générées. Mais comme les options d'unités tonnes ou conteneurs ne sont pas des taux, vous devez ajouter vous-même le nombre total de tonnes de déchets ou de conteneurs remplis pour l'année entière. Vous pouvez cliquer sur ce bouton-ci pour ajouter plusieurs lignes et plusieurs éléments à la liste pour créer votre séparation de matières résiduelles de la façon que vous préférez. Vous pouvez classer vos matières résiduelles par mois, par exemple, pour le mois de janvier, février, mars, etc. ou par catégorie. Dans mon théâtre, je choisis par exemple de séparer mes matières résiduelles provenant des 2 salles, de celles de mon café et de celles de mon bureau principal. Donc ici, je pourrais mettre les salles, le café, puis en rajouter une autre pour le bureau. Et puis, nous avons donc fait une audit des matières résiduelles de notre théâtre pendant une semaine complète. Et puis, comme nous avons une consommation régulière à travers de l'année de visiteurs que nous avons, si nous faisons une audit pour une semaine,
on peut étendre ces données collectées pour le reste de l'année. Si jamais vous avez une saison beaucoup plus achalandée qu'une autre, vous pouvez aussi faire une audite pour cette saison versus une audite pour le reste de l'année qui est moins achalandée. Et puis séparer donc vos éléments de liste par mois. Donc ici, suite à mon audit, j'ai vu que nous compostons par exemple 120 litres pour notre bureau, 120 litres de ramassage mensuel pour notre bureau. Nous avons 2 bacs de 240 litres pour notre café et un bac de 120 litres pour les salles. Donc dans ce cas-ci, puisque c'est sur une semaine et que mes unités sont mensuellement, je vais les multiplier par 4 afin d'obtenir la quantité mensuelle de déchets. Donc dans ce cas-ci, je vais rajouter la même séparation, donc salle, café et bureau. Donc un demi-bac de 120 litres pour notre bureau principal. Dans ce cas-ci, si je le multiplie par 4, ça va me faire 2 bacs de 120 litres. Donc je vais choisir 2 ramassages mensuels de 120 litres. J'ai 2 bacs de 240 litres pour mon café par semaine. Donc multiplié par 4, ça va me faire 8 bacs. 8 bacs de 240 litres. Et puis un bac de 120 litres pour nos salles. Donc ça va me faire multiplier par 4 mensuellement 4 bacs de 120 litres. Et vous pouvez remplir le reste pour chacune des types de matières, que ce soit recyclable ou destiné à l'enfouissement. Suite à votre audit, vous pouvez les insérer ici et sauvegarder. Si par exemple, il est plus logique pour vous d'accumuler tous les déchets en un seul item, vous n'êtes pas obligé de les séparer, vous pouvez le faire librement. L'avantage de catégoriser mes sources de déchets, donc de séparer celles des salles, des cafés, des bureaux et de pouvoir en fait suivre les matières résiduelles produites dans chaque région de mon organisation et de voir où je peux prioriser donc mes efforts pour diminuer les matières résiduelles produites dans mon bâtiment. Nous avons un outil de suivi des matières résiduelles qui est disponible dans notre guide de l'utilisateur que vous pouvez télécharger et utiliser pour faire le suivi de vos déchets générés. Et en utilisant mon tableau de suivi, j'ai donc noté que j'avais généré 0,4 tonnes de déchets au total jusqu'à présent dans l'année et 0,65 tonnes de déchets à recycler. Donc ici, vous voyez dans ce cas-ci, puisque je l'ai catégorisé en une seule ligne, je peux mettre pour mon bâtiment, pour mon théâtre, bâtiment complet, j'ai donc 0,4 tonnes ici. Puis pour mon recyclage, encore une fois, ça va être mon bâtiment complet, j'ai 0,65 tonnes accumulées. Donc vraiment libre à vous de séparer vos matières résiduelles d'une façon qui fait beaucoup de sens pour vous. Je sauvegarde et puis mon prochain onglet est le déplacement du public, qui est souvent associé à une source considérable d'émissions. Puis dans l'onglet déplacement du public, nous allons donc examiner les modes de transport utilisés par le public pour se rendre sur notre site. Donc pour ce faire, vous pouvez interroger le public dans le cadre du processus d'achat de billets ou à la réception. Et nous avons un document qui vous conseille sur la manière d'obtenir ces informations. Vous trouverez le lien vers ce document dans notre guide de l'utilisateur, encore une fois. Et donc nous avons fait un sondage avec une partie de notre audience et nous avons eu les résultats suivants. Donc que 15% de notre audience, notre public, se déplace à pied jusqu'au théâtre pour une distance aller-retour en moyenne de 2,3 km. Donc ici, j'ai 15% de mon audience qui fait environ 2,3 km en moyenne d'aller-retour pour se rendre au théâtre et revenir. Nous avons 5% qui se déplacent en vélo, ici, et pour une moyenne, cette fois-ci, de 8 km aller-retour. J'ai 65% de mon public qui se déplace en voiture pour une distance moyenne de 23 km. Donc ici, avec les voitures, donc j'ai 65%, la majorité, qui viennent avec une moyenne de 23 km et une occupation moyenne de voiture de 2 personnes. Puis dernièrement, j'ai 35% qui utilisent les transports en commun. Et puis pour une distance moyenne de 12 km aller-retour. Donc 35%
et 12 km aller-retour. Il est possible que la somme de tous ces pourcentages soit supérieure à 100% si une partie de votre public utilise 2 modes de transport ou plus pour se rendre sur votre lieu de réunion. Donc en plus du mode de transport utilisé, nous devons également ajouter la distance moyenne aller-retour pour chaque mode de transport. Pour ce qui est des vols, vous pouvez vous référer à ces distances ici pour catégoriser la durée de vol, s'il s'agit d'une courte, moyenne ou longue durée, avec l'icône d'information qui vous indique ces références-là. J'enregistre mes données. Le prochain onglet sera donc celui du déplacement du personnel. Ici, et dans cette section, vous pouvez entrer la distance totale parcourue par vos employés pour l'année entière, pour chaque type de transport, et cela comprend également le trajet entre le domicile et le lieu de travail. Et vous pouvez additionner toutes les distances dans une seule ligne, ou par exemple créer une ligne pour chaque employé ici. Dépendamment, un peu comme dans l'onglet des matières résiduelles, vous faites ce qui est le plus approprié avec votre organisation. Donc ici, je vais pouvoir entrer les données que j'ai. Par exemple, j'ai une employée, Jeanne Do, qui se rend au travail à vélo sur 5 km aller-retour et qui travaille 240 jours par an au théâtre, donc pour un total de 1200 km parcourus en vélo par an. Je vais donc l'inscrire ici. J'ai mon employée Jeanne Do qui se rend au travail à vélo en faisant 5 km aller-retour sur 240 jours, donc un total, comme je le disais, de 1200 km. Assurez-vous d'avoir aussi les bonnes unités. Je rajoute Marc qui fait 10 km aller-retour en voiture pour aller au travail à chaque fois et qui travaille lui aussi 240 jours par an, donc pour un total de 2400 km parcourus en voiture. Donc ici, il s'agit d'un véhicule à essence pour une distance de 2400 km par an. Marie, par exemple, une autre employée, fait 20 km aller-retour pour se rendre sur le lieu de travail avec une voiture électrique cette fois-ci. Et elle travaille 100 jours par an, donc un peu moins souvent que nos deux autres employés. Et puis, ça fera un total donc de 2000 km parcourus par an en voiture. Mais puisque son véhicule est électrique, donc je vais rajouter Marie ici, en véhicule électrique. Là, on ne parle plus de distance totale parcourue, mais une quantité totale d'électricité consommée. Si vous n'avez pas accès à cette donnée directement, vous pouvez faire un calcul simple. Par exemple, si je vous dis qu'elle fait 2000 km par an en voiture pour se rendre au travail et à la maison, et que son véhicule électrique peut parcourir en moyenne jusqu'à 100 km avec 15 kWh, ce qui nous amène donc à 300 comme donnée ici. Donc je le répète, puisqu'elle consomme, elle génère 15 kWh à chaque 100 km et qu'elle parcourt 2000 km par an, je vais multiplier mon 15 par 20, et puis ce qui va nous amener à 300. Nous pouvons rajouter donc pas seulement les données de nos employés qui se rendent au travail, mais aussi par exemple nous avons 2 artistes qui ont pris un vol pour venir au lieu du spectacle pour l'un de nos spectacles de théâtre. Donc dans ce cas-ci, je vais rajouter un vol ici de mes employés, de mes artistes plutôt. Et puis ils ont fait un vol de Toronto vers Montréal. Donc dans ce cas-ci, je vais sélectionner la ville de Toronto, Montréal ici. Il s'agit d'un trajet aller-retour. Donc ça, c'est pour une performance. Et ils ont voyagé en classe économique. Donc j'ai 2 vols et je vais pouvoir sauvegarder et ce sera ajouté automatiquement ici. Mon prochain onglet est le déplacement des véhicules de l'organisation. Et puis cet onglet est semblable à celui des déplacements du personnel qu'on vient de voir, mais pour les déplacements effectués avec des véhicules de l'organisation. Donc la séparation de ces 2 types de déplacements vous permet de comprendre l'impact et la valeur pour votre organisation d'investir dans certains types de véhicules, comme les véhicules électriques ou de plus petits véhicules à essence, pour effectuer ces voyages d'affaires.
Donc dans notre cas, nous avons une voiture de l'organisation et en regardant tous nos reçus d'essence pour l'année, nous voyons que nous avons consommé 304 litres d'essence cette année jusqu'à maintenant pour faire des courses et pour aller chercher des artistes dans plusieurs coins de la ville ou à l'aéroport par exemple. Donc ici, nous avons un véhicule à essence. Nous avons la quantité totale de carburant en litres, 304. Et donc vous avez certaines options et une sélection de différents types d'unités selon ce qui est plus facile et accessible pour vous. Pour ce qui est de notre dernier onglet Beyond Carbon, il s'agit d'une évaluation qualitative qui n'influencera pas la quantité d'émissions de carbone générées, puisque vous avez pu voir au fil de mon empreinte, à chaque fois que je sauvegarde mes nouvelles données, j'ai ma quantité de CO2 équivalent qui est ajustée ici. Et puis, ça n'affectera pas cet onglet, ce chiffre ici en haut à droite. Il s'agit plutôt en fait d'un moyen de suivre les pratiques que vous avez déjà mises en place et de fournir des informations supplémentaires sur les initiatives que vous avez prises afin de créer un contexte autour de votre approche environnementale actuelle. Il donne également un aperçu des politiques environnementales que vous pouvez développer, car chaque ligne ici qui vous est mentionnée est une politique qui pourrait être mise en place. Donc je le conseille vivement si vous avez besoin d'inspiration pour créer un plan d'action environnementale, par exemple. Et en plus, c'est un bon endroit pour faire part de vos réactions à notre équipe et vos commentaires qui seront pris en compte pour les améliorations que nous souhaitons apporter aux outils. Vous n'avez pas besoin de remplir la section Beyond Carbon pour chaque empreinte que vous créez, si le contexte organisationnel de votre empreinte reste le même, bien sûr. Et notre dernière catégorie, vous avez 3 façons de soumettre vos résultats. La première consiste en fait à soumettre votre empreinte une fois qu'elle est terminée. Donc, c'est alors qu'elle passe par notre processus de validation manuelle des données. Et vous pouvez toujours modifier votre empreinte par la suite. Donc, si jamais vous la soumettez, vous recevez d'autres données, vous pouvez toujours la mettre à jour. Par contre, la deuxième façon, c'est de sauvegarder l'empreinte et de continuer à entrer les données plus tard. Si vous choisissez par exemple de commencer votre empreinte de bâtiment culturel et de revenir chaque mois pour mettre à jour vos données, je vous conseille cette option puisqu'elle ne sera pas donc observée et mise en place pour le processus de validation de données. Ça nous permettra de comprendre en fait que vous n'avez pas encore complété toutes les données. Et puis la troisième option est de regarder directement les résultats sans soumettre de données qui seront ajoutées à votre ensemble d'empreintes. C'est une bonne option si vous exécutez des scénarios d'émission et vous souhaitez visualiser les résultats de vos données, par exemple, sans que ça rentre en compte dans votre empreinte environnementale globale.